Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vers une sortie de crise politique au Togo, les émissaires des chefs d'État guinéens et ghanéens, après des concertations avec le pouvoir et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, annoncent l'ouverture du dialogue le 15 février prochain. Les questions liées au nombre de participants et la libération des détenus politiques seront prioritairement débattues à l'ouverture des discussions. Les infrastructures sanitaires publiques au Togo entre angoisse et peur. Les praticiens hospitaliers annoncent de nouvelles grèves les 7 et 8 février prochains. Comment peut-on expliquer le silence du gouvernement face à ces mouvements? Des invités en studio pour débattre de ces sujets. Dieudonné Korlakina, directeur de la publication du quotidien Togo Matin, et Delphonse Akbaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo, et Jacques Diakouti, journaliste et analyste politique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sur Pyramide FM, vous êtes les pharaons. 105.5 FM. Jacques Diakouti, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Pyramide FM. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Oui, c'est un plaisir. Delphonse Akbaki, bonsoir et bon retour. Bonsoir Honoré et bonsoir à tous les auditeurs de Pyramide FM. Comment s'est passé le périple à travers le pays? Je crois que c'est encore une expérience de plus. Lorsque je suis à Lomé, qu'on me parle de Dapaon et on me parle de Tsenkassé, c'est vrai que, comme je l'ai écrit, ça fait 4 ans que j'avais parcouru le Grand Nord. J'étais resté une seule journée avec le confrère Ferdinand Haïti. On se rendait au Burkina Faso. C'était quand il y avait les remous au Burkina Faso. Donc, on avait passé une journée. Le temps de passer cette journée-là, on a fait au moins quelques descentes sur le terrain pour toucher du doigt certaines réalités. Alors, 4 ans après, je suis retourné. Et c'est la désolation parce que 4 ans après, ce que j'ai vu, et cette fois-ci, j'ai pris au moins une semaine pour toucher du doigt certaines réalités. Et je dis que nos frères et sœurs du Grand Nord souffrent vraiment. Plus que ceux qui sont là où vous habitez régulièrement. Vous savez, quand j'avais dit que nous devons nous réjouir dans la capitale de ce que, entre guillemets, nous sommes au paradis, c'est par rapport à ce que j'ai vécu. Je suis allé dans certains villages de Dapaon comme Nagré et comme Paindiga et autres. J'ai pu constater que c'est la misère. C'est la misère. Lorsqu'on nous dit que l'eau c'est la vie et qu'il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres avant d'avoir de l'eau, lorsque je me suis rendu au bord du fleuve Oti qui passe par Dapaon, j'ai appris qu'il y a un nom normalement qui est employé pour appeler le fleuve Oti au niveau de Dapaon. Mais j'ai pu constater que sur place, j'ai vu des choses inimaginables. L'eau là qui servait à se doucher sur place, servait à faire de la lessive, et c'est cette même eau qui sert à boire. Et moi, j'étais très éberlué quand j'étais là en train de faire le petit tournage où les femmes qui nous parlaient de cette eau qu'elles buvaient ou cette eau que toute la population buvait. J'ai vu un troupeau de bœufs qui a foncé tout droit dans le fleuve. Certains étaient en train de s'abreuver et d'autres déféquaient dedans. Mais j'ai dit, c'est pas possible. C'est le Togo profond. C'est un milieu que Jacques connaît très bien. Oui, bon, je crois que par rapport à ce que le confrère vient de dire, vous savez, quand on parle de manque d'eau, je crois que c'est un peu partout. Quand vous allez même dans les villages un peu ici au niveau du sud, il y a également des coins où pour pouvoir s'approvisionner en eau, c'est toujours des problèmes. Mais il faut également louer les efforts des ONG dans le Grand Nord aujourd'hui qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Ça, je ne sais pas si le confrère a eu à parcourir la plupart des localités au nord, mais
Et il faut reconnaître que les efforts par rapport à l'eau potable, l'accès aujourd'hui à l'eau potable au niveau du Grand Nord, les efforts ont été vraiment beaucoup fournis. Quand vous prenez par exemple la Bonne Fontaine, ils ont fait d'énormes forages au niveau du Grand Nord. Quand vous prenez même le ministère de l'hydraulique villageoise, ils ont fait également des travaux par rapport à l'accès de l'eau potable à nos compatriotes. C'est vrai que dans certaines localités, pour pouvoir faire des forages, c'est un peu difficile. Je connais bien, je maîtrise bien les milieux où on avait beaucoup cherché à pouvoir implanter ces forages, mais c'était un peu compliqué. C'était difficile pour pouvoir atteindre une nappe, pour pouvoir que les populations puissent s'approvisionner. C'est vrai qu'il y a ces difficultés, mais à côté de ces difficultés, il y a également des efforts. Quand vous prenez aujourd'hui Dapon, quand vous prenez le barrage qui est là, vous savez, ce barrage aujourd'hui sert aujourd'hui la ville en eau potable. Et les cultures maraîchères, même dans les alentours de ces villages, par rapport à ce barrage aujourd'hui, ce barrage aide ces jeunes, ces femmes aujourd'hui à pouvoir cultiver l'oignon, la tomate, les choux. Et vous allez voir que la plupart de ce que je viens de citer aujourd'hui transitent d'Apaon pour venir aujourd'hui à Lomé. La plupart transitaient par Ouaga, mais aujourd'hui, nous constatons qu'avec le barrage qui a été érigé au niveau de Dapaon, ce barrage sert aujourd'hui à nos compatriotes à pouvoir cultiver les choux, tout ce que je venais à l'instant de citer. Et je ne vais pas occulter effectivement cette difficulté, mais il faut reconnaître qu'à côté de cette difficulté, il y a également des efforts qui ont été fournis. Oui. C'est même pas l'objet du débat, mais oui, on a vu quand même que c'est des réalités. Mais comme tu m'as apostrophé pour me dire que c'est mon milieu, donc c'est pourquoi j'ai voulu réagir. Ouais, je vois venir. Quand on voit également certaines images, Ildefonse qui est devenu une souris écolière, on l'a vu dans une école. Bon, c'est vrai qu'on en trouve un peu quelque part vers Kébé ici, des bâtiments de ce genre. Même hier, j'ai suivi un documentaire sur la RTS au Sénégal. Parce que vous savez, il y a une conférence actuellement parlant de l'éducation où Macron est là-bas pour lancer une demande de fonds pour soutenir l'éducation en Afrique. On a balancé aussi des images de paillotes. Voilà, justement. Donc, oui, tout à fait. Moi, ce qui me fait chaud au cœur par rapport à ce que j'ai publié sur la page de la Gazette du Togo, où tu étais en train de dire que je suis devenu écolier, effectivement, comme je l'ai dit, il y a 4 ans, j'étais dans cette école primaire publique, Nagré 2, j'étais là, c'était comme ça. Mais 4 ans après... C'est la même chose. C'est la même chose, ça veut dire que rien n'a bougé. Alors, il a parlé tout à l'heure, Jacques a parlé tout à l'heure des ONG qui font du bon boulot. Moi, j'ai remarqué qu'il y a tellement de problèmes d'eau. C'est vrai que des ONG sont là, mais lorsqu'on nous dit qu'il faut faire 10 km, 20 km pour trouver de l'eau, ça me pose un peu de problème. Pour moi, qui suis venu de la ville et qui tourne juste un robinet pour avoir de l'eau, potable en plus. Mais lorsque la réalité s'offre à moi et que l'eau que nous devons boire, c'est la même eau dans laquelle les animaux défèquent, c'est grave. Il y a un problème de santé. Mais là, il y a un problème d'éducation également, de manque d'infrastructures scolaires. Et c'est en cela que j'ai pu avoir une idée d'une ONG IT Village, puisque j'ai visité au moins 4 ou 5 villages dans lesquels cette ONG-là a implanté des bâtiments scolaires, des cantines, et puis a alimenté ces établissements scolaires-là de groupes solaires pour permettre aux populations d'avoir de l'électricité. C'est beaucoup de choses. Ça, c'est un privé qui le fait. Mais l'État qui a l'obligation de faire cela, il faut que l'État aussi se jette à l'eau. Voilà, en attendant bien sûr l'arrivée de Dieudonné qui a annoncé qu'il sera légèrement en retard. On espère qu'il sera dans le terminal pour pouvoir nous rejoindre bientôt. On va démarrer cette émission avec, bien sûr, en dehors du périple. On va y revenir tout à l'heure lorsqu'on va parler des infrastructures sanitaires publiques. Mais bien avant, la dernière information que les Togolais ont eue cet après-midi, c'est l'ouverture probable du dialogue politique à partir du 15 février 2018 à Lomé.
C'est dans un communiqué rendu public par les émissaires des deux médiateurs désignés, on va les appeler ainsi. Et il s'agit de M. Albert Kandampa, il est ministre ghanéen de la Sécurité nationale, et Thibaut Camara, ministre d'État guinéen, qui ont effectué du 31 janvier au 1er février une mission de travail à Lomé en vue de faire le point de la situation. Dans le communiqué en date du 1er février 2018, 5 points ont été annoncés. L'ouverture du dialogue politique le 15 février à Lomé, les préoccupations de la coalition des 14 partis politiques concernant les personnes faisant l'objet d'une détention provisoire dans le cadre de l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara seront examinées de manière prioritaire à l'ouverture du dialogue dans un esprit d'apaisement, selon bien sûr le communiqué. L'autre point, le point 3, le cas des autres personnes encore en détention pour des faits commis dans le cadre des manifestations publiques organisées depuis le 19 août 2017, notamment celle dont la liste a été établie par la coalition des 14 partis, sera examinée dans le même esprit et dans le respect des procédures judiciaires. Le quatrième point, tous les acteurs conviennent de la suspension des manifestations publiques à compter de la publication de la date du dialogue, et ce jusqu'à sa tenue et pendant son déroulement. Et le point 5 pour finir, la liste des participants et l'agenda du dialogue seront déterminés dans le cadre des travaux préliminaires. C'est bien sûr signé de Albert Kandapa et puis Thibaut Camara. Jacques, une première réaction par rapport à ce communiqué qu'on retrouve sur les réseaux sociaux depuis quelques heures déjà. Je crois qu'il sera judicieux qu'on puisse finalement pousser un mot de soulagement. Parce que, vous savez, depuis un certain temps, la plupart des Togolais étaient agacés par rapport à la situation politique dans notre pays. Finalement, on se posait la question de savoir quand est-ce que ce dialogue va commencer. Et si aujourd'hui, les deux médiateurs parlant du Ghana et du Guinéen aujourd'hui publient un communiqué pour situer l'opinion nationale et internationale sur l'ouverture le 15 février prochain de ce dialogue, je crois que c'est une très bonne chose. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, les guerres fratricides, quand vous prenez même, vous parcourez un peu la Bible, les guerres qui ont eu lieu, et puis il y a eu beaucoup de massacres, et ces guerres-là ont fini toujours par une table de négociation. Donc je crois qu'aujourd'hui, si le parti au pouvoir et l'opposition s'entendent aujourd'hui pour aller à une table de négociation, je crois que ça serait une bonne chose que chaque Togolais puisse soutenir effectivement cette action-là. Parce qu'il faut reconnaître que les marches, depuis le 19 août jusqu'à aujourd'hui, ces marches ont causé d'énormes problèmes, hein, surtout sur le plan économique, hein, et puis la plupart de nos compatriotes ne se retrouvaient plus, hein, parlant de cette situation-là, parce que les bonnes femmes qui exposaient au bord de la Bois-Vendre, quand vous prenez même nos sœurs au niveau du grand marché, et aujourd'hui quand vous prenez la situation, j'ai vu un confrère Ferdinand qui a publié aujourd'hui la situation des hôtels dans notre pays, vous voyez que c'est un peu dramatique. Donc je crois que il est judicieux. Moi je crois que c'est une très bonne chose que le dialogue puisse déjà commencer et que les vrais acteurs puissent se retrouver et qu'on puisse discuter et qu'on puisse sortir définitivement de cette crise-là que le Togo a tant souffert par rapport à cette situation politique. Et Ildefonse Akpaki, on va commencer par décortiquer ce communiqué en entendant bien sûr les réactions du gouvernement, du parti au pouvoir et de l'opposition, puisque ça ne va pas tarder. On a appris que des réactions sont bien entendues dans quelques heures. L'ouverture du dialogue politique à partir du 15 février, est-ce que vous y croyez? Puisqu'on a déjà annoncé une date, même si ce n'est pas dans un communiqué des émissaires, c'est dans un communiqué de la coalition des 14, on a parlé du 23 ou 26 janvier. Vous savez, je serais bien à l'aise à décrypter les termes même de ce communiqué si j'avais l'avis des uns et des autres. Parce que nous ne sommes là pour faire l'analyse et le commentaire de tout ce qui se passe. Je ne peux pas. En attendant, on tient compte bien sûr de ce communiqué. Oui. Et on analyse si les réactions arrivent. On va voir aussi la position. Je ne sais pas si jusque maintenant l'opposition campe sur ce qu'elle a maintenu comme
préalable. Parce que entre-temps, il était question de préalable. C'est vrai que même après des guerres fratricides, pour que tout se passe très bien, il faut que les belligérants, il faut que ceux qui sont auteurs de ces guerres, de ces crises, s'asseyent et mettent noir sur blanc quelque chose qu'on appelle accord, quelque chose qu'on appelle feuille de route, quelque chose qu'on appelle conclusion. Mais dans le cas du Togo, lorsque nous jetons un coup d'œil dans le passé et que nous nous rendons compte que pour les mêmes choses, c'est-à-dire pour une crise politique, il y a eu 26 dialogues. Et lorsque vous faites le bilan, bizarrement vous faites le bilan de ces 26 dialogues, vous allez retrouver les mêmes choses, depuis le premier jusqu'aujourd'hui. Le 27e qui va s'ouvrir va contenir, bien sûr, tout ce qui a été dit par le passé. Et moi, ça me fait un peu chaud au cœur lorsque je me rends compte qu'on nous parlera aussi d'un reliquat d'un certain APG. Parce que l'accord, le dernier, qui bizarrement est le seul compromis, qui a regroupé acteurs politiques, acteurs de la société civile et autres, c'était le seul qui devait normalement aider le Togo et les Togolais à sortir de cette crise-là. Ça peut démarrer le 15 février. Non. C'est pourquoi je dis, si les gens s'en tiennent encore au préalable, je suis sûr que ça ne peut pas démarrer. Parce que je suis d'accord avec ceux qui disent aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé avec ceux d'en face. Nous avons eu des accords qui n'ont jamais été respectés à la lettre. Mais ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que ce sont les mêmes personnes qui sont là avec les mêmes méthodes. On m'a posé le problème de préalable à moi. Je dis, je ne réponds pas en tant que journaliste, en tant que patron de presse. Je réponds en tant que citoyen togolais. Je dis, si les gens posent des préalables pour aller à la table avec ceux-là qui les ont dribblés, ils ont raison. Et je dis, pourquoi ils ont raison? Parce que aujourd'hui ils disent libérer des gens qui sont en prison. Pour ceux-là qui normalement avaient manifesté, surtout aux côtés de la coalition, qui aujourd'hui ont été taxés de vandales, parce qu'ils ont posé des actes de vandalisme. De l'autre côté, je dis, mais s'ils ont été arrêtés, présentés devant un juge, un procès a eu lieu, ils ont écopé une peine, je suis d'accord, ça c'est le respect de la loi. De l'autre côté, ceux qui ont tué, qu'est-ce qu'on leur fera? Ceux qui n'ont pas eu. Vous connaissez ceux qui ont tué? C'est ce qu'il faut chercher. Parce que si vous demandez que nous dialoguons pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, il faut trouver des solutions idoines à tout ce qui provoque la crise au Togo. Parce que la crise au Togo, elle est répétitive. Je dis aujourd'hui, vous avez des gens en prison que vous demandez qu'on libère. De l'autre côté, on dit non. Mais il y a des gens qui ont tué de part et d'autre. Moi, je voudrais qu'on situe les responsabilités. Vous me demandez qui sont ceux qui ont tué. C'est là où c'est un peu dangereux parce que je peux sortir dans la rue. Quelqu'un peut pointer son arme sur moi et tirer sur moi sans qu'il soit soumis à la rigueur de la loi. C'est ça aussi la crise, le nœud de la crise togolaise, l'impunité. Jacques Diakouti, vous croyez en cette date qui est annoncée par Kandapa et M. Camara? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais ce à quoi on peut quand même espérer, c'est que depuis un certain temps, les deux sont sur place et ils discutent avec les acteurs politiques. Et si aujourd'hui la date est avancée, parce que nous savons que vous avez parlé du 26 janvier ou du 23, oui, 23 et 26. Au 26 janvier. Vous savez que la date était fixée, mais on a entre-temps appris que le président ghanéen avait souhaité que la réunion au niveau de l'UA puisse s'achever avant qu'il ne vienne commencer le dialogue au Togo. Donc, si aujourd'hui la date du 15 est avancée, j'espère et j'ose croire que cette date-là va peut-être permettre
une fois encore aux Togolais de pouvoir échanger, ce qui est important. Mon confrère parlait tout à l'heure du préalable, pouvoir libérer ceux qui sont en prison par rapport à ce qu'on a arrêté lors des manifestations. Je crois que c'est des choses auxquelles le gouvernement doit accéder, libérer effectivement ce qu'on a arrêté au cours de ces manifestations et pouvoir maintenant baliser le chemin par rapport à ces discussions, et que ce soit du parti au pouvoir et de l'opposition, ils n'ont qu'à s'asseoir. Et comme je le disais tout à l'heure, il a parlé de 26 dialogues qui n'ont rien donné. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui cherche de l'or. Vous savez, quand vous cherchez l'or, il ne faut pas s'attendre que quand vous creusez jusqu'à 3 mètres, 4 mètres avant d'avoir accès à l'or. Peut-être que vous pouvez aller jusqu'à 26, 27 mètres avant de pouvoir accéder. Donc, il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas perdre également d'espoir que peut-être le 28e ou bien le 27e va prier qu'on va s'arrêter à 27. On va passer tout le temps. Voilà, va marcher. Donc, j'ose croire que ce qui est important, c'est que les Togolais se parlent. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est important. Il est important qu'on se parle. C'est vrai que personne n'a perdu espoir, y compris Dieudonné Kourakina qui nous écoutait depuis quelque temps, qui nous a rejoint depuis quelque temps et qui nous observe par rapport à ce qui se passe. Il va réagir d'un moment à un autre. La réaction, on en parlait. Du côté de la coalition, la réaction n'a pas tardé à venir. C'est à travers le communiqué numéro 28. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition démocratique a pris acte du communiqué, je lis bien sûr le communiqué, a pris acte du communiqué de presse publié ce jour par les médiateurs ghanéens et guinéens dans la crise togolaise. Elle remercie les autorités de la République du Ghana et de la République de Guinée pour tous les efforts qu'elle déploie pour aider notre pays à trouver une solution politique durable à la crise qui le secoue depuis plusieurs années. Elle tient cependant à préciser qu'il y a dans ce communiqué des points qui méritent clarification. Les contacts se poursuivent avec les médiateurs à cet effet. Les manifestations prévues ce samedi 3 février 2018 sur toute l'étendue du territoire sont maintenues. La coalition invite les populations togolaises à y prendre part et à se mobiliser massivement pour la libération du Togo du joug de la dictature qui nous opprime du père en fils depuis plus de 50 ans. Pour la coalition des 14 partis de l'opposition démocratique, vous connaissez, les 14 voix ont signé, les responsables, Kafio Djamabo Johnson et tout le reste. La réaction, je disais, on l'attendait, c'est fait. Dieudonné, bienvenue. Merci Honoré. Bonsoir fidèles auditrices, fidèles auditeurs de Radio Pyramide, et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Voilà, peut-être pour les préparatifs du dialogue qui commence, vous avez les dernières infos. Non, tout comme tous les Togolais, mais de mon côté, j'ai été très heureux d'apprendre plutôt que enfin une date est annoncée. Mais je viens d'être surpris en écoutant le contenu du communiqué de la coalition. Mais espérons que cette fois-ci, ou en tout cas la date annoncée cette fois-ci, soit la bonne date et que enfin ce dialogue voit le jour et que l'on puisse que le Togo puisse avancer. Vous savez, quoi qu'on dise, c'est seulement autour d'une table de dialogue, on ne va pas dire négociation, parce que de toute façon, depuis aussi, nous assistons à une forme de philosophie des mots, des notions, médiation, dialogue, arbitrage, négociation. Que faut-il retenir exactement par rapport à la situation actuelle? Mais en tout cas, peu importe le nom ou la dénomination qu'on veut en donner, il faut qu'on se retrouve et qu'on puisse avancer. Mais pour moi, quand j'ai appris ça, en tout cas, enfin, eh bien, tous les protagonistes venaient de faire un pas important. Mais maintenant, je ne te cache pas que tout à l'heure, quand je te suivais lire le communiqué de la coalition, j'ai été quand même un peu surpris, mais espérons que d'ici là, eh bien, que les discussions entre la coalition et les facilitateurs, aussi bien ghanéens que guinéens, puissent permettre de maintenir la date et que enfin nous puissions aller à ce dialogue. Dans ce cas de figure, Ildefonse,
est-ce que ce communiqué qui a été sorti dans un premier temps par les émissaires, le contenu ne devait pas être peut-être discuté avec les deux parties avant d'être rendu public? Vous savez, j'ai été moi aussi éberlué de me rendre compte de ce qu'il n'y a que les deux facilitateurs qui ont apposé leur signature sur le communiqué qui est paru. Maintenant, lorsque vous voulez faciliter quelque chose, vous proposez à ceux-là vers qui vous venez pour donner du soutien ou bien de l'aide, vous leur proposez cela. C'est ce que nous voulons faire et de commun accord. Comme il a parlé de protagonistes, de commun accord avec les protagonistes, nous nous asseyons et nous élaborons ensemble une feuille de route pour baliser la voie au dialogue ou bien à tout ce que vous voulez, quel que soit le nom qu'on aura à donner à cela. Mais bien avant cela, dans le même communiqué, j'ai pu comprendre quelque part que on demandait à ceux qui manifestent de suspendre les manifestations. Ça a été dit. J'avoue. C'est le point 4. Tous les acteurs conviennent de la suspension des manifestations publiques à compter de la publication de la date du dialogue, et ce jusqu'à sa tenue et pendant son déroulement. Alors, j'avoue que les manifestations même dérangent la médiation. Parce que je vais vous faire une confidence. Ils ont devenu Togo. Non, je vais vous faire une confidence. Vous serez peut-être surpris. J'étais à Accra il y a quelques semaines également. Et c'était lors de l'organisation par un parti politique ghanéen d'une manifestation en soutien à la lutte au Togo. C'était le parti de Bernard Mona, du PNC. Alors, lui, il est leader d'un État dont il maîtrise très bien les lois d'organisation de manifestations. Il a tout fait, mais il a été éberlué le jour de la manifestation que la police ghanéenne vienne mettre la main sur lui et tout son staff. Ils ont été conduits au commissariat de Nîmes. Écoutez-moi très bien. Alors, après quelques heures, ils ont été relâchés. Il a voulu porter plainte contre la police parce que les mesures administratives ont été prises. Alors, il réitère une nouvelle manifestation. Il se fait inviter par M. Albert Kandapa. Alors, les confidences qui m'ont été faites, c'était ceci. Est-ce que vous avez des acquaintances avec les principaux responsables de l'opposition du Togo qui organisent les manifestations? Si oui, allez les supplier d'arrêter les manifestations. Juste pour vous dire que moi, j'étais au courant de ce point-là il y a quelques semaines. Pourquoi avant que une ça marche va n'apparaisse. déranger un Ghanéen, une marche au Togo dérange Je dis, un non, Ghanéen? pas un Ghanéen. Je dis, les manifestations dérangent la médiation aussi. Ok. Et quand vous prenez ceci, quand vous prenez ce communiqué-là, vous prenez le point-là, je suis... Puisque quand Benamona quittait M. Kandapa, selon ses confidences, il a dit qu'il peut aller en parler comme il veut. Et donc, il a parlé. je me rends compte aujourd'hui que, en dehors même du pouvoir togolais, qui fait semblant de ne pas, je ne sais pas comment le dire, de ne pas supporter tout ce qui se fait, pratiquement sur toute l'étendue du territoire, je me rends compte également que les manifestations dérangent la coalition. Mais je suis malheureux de dire que dans le cas d'espèce, dans le cas du Togo, c'est les populations togolaises qui veulent Qui souffre finalement. et qui souffrent. Une réaction, Bon, je lui donne vos réagir, il vient d'arriver, il a envie de parler. Allez-y. Non, mais non, ce que Ildefonse dit est à la fois pertinente et il me semble clair. Mais quand vous êtes appelé à rapprocher deux positions diamétralement opposées et que vous, en tant que médiateur, vous sentez que d'un côté, qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelques signes de bonne volonté. Mais parce que le gouvernement, qu'on le veuille ou non, a fait des efforts. Qu'on l'appelle mesure d'apaisement, qu'on l'appelle préalable, etc. Mais des prisonniers ont été lâchés, même si ce n'est pas tous les prisonniers. Mais il y a quand même eu des mesures. Mais maintenant, de l'autre côté, on appelle toujours
on appelle toujours à des manifestations alors que on veut nécessairement se retrouver autour d'une table pour dialoguer. Et ça, mais c'est pour le moins quand même dérangeant, ou du moins, ça ne facilite pas le travail justement du médiateur. Et c'est normal justement que la médiation puisse quand même avoir une telle attitude. Mais parce que quand on est appelé à rapprocher les gens, le minimum c'est de demander à toutes les parties de faire des efforts. De faire des efforts et de donner quelques signes de bonne volonté. Mais on ne peut pas dire que dans le cas du gouvernement togolais, il y a jamais rien eu. Non, mais excusez-moi. Oui, Jacques va parler. Oui, Jacques, non, je crois est-ce que il ne serait pas judicieux, par exemple, pour les deux émissaires, après avoir pondu leur communiqué, de consulter encore les deux parties avant de le rendre public, pour éviter ces polémiques, puisqu'on a vu tout à l'heure dans le communiqué de la coalition qu'il y a des points qui méritent clarification. Par conséquent, il y a marche demain. Oui. Bien que le communiqué soit publié, il y a marche demain. Parce que le communiqué dit, tant qu'on aura arrêté la date, il n'y aura plus de manifestation. Oui. Or, Oui, allez-y. Non. Vous croyez entre nous, en matière de diplomatie, vous croyez que les deux émissaires n'ont pas rencontré les deux parties? Non, c'est dit dans le communiqué que les deux parties ont rencontré. Je dis le contenu du communiqué, la teneur du communiqué. Oui, c'est-à-dire que c'est des démarches qui se faisaient depuis. Et les deux parties savaient la conclusion à laquelle ils devaient arriver par rapport à la situation. C'est vrai que quand on parle de dialogue et quand on parle également de marche, la marche c'est quoi? C'est une façon de mettre la pression sur ce qui se passe. Là, pour le moment, les négociations n'ont pas encore commencé. Et on dit, bon, écoutez, cessez les marches et que quand on va commencer le dialogue, on verra les points. Aujourd'hui, pourquoi on fait les marches? On a parlé du retour à la Constitution de 92, on a parlé également des élections à deux tours, on a parlé du vote également de la diaspora. Et tout ça, la libération de tous les prisonniers qui est ajoutée. Le dialogue, en principe, ne faisait partie des manifestations. Bon. Les objets de manifestation. Ça s'est invité par la suite. Oui, mais écoutez, même si ça fait inviter à la suite, c'est sur la table de négociation qu'il faut trouver également l'issue à tout ce que nous sommes en train de vivre. Et l'autre aspect de la chose, je crois que quand on parle de marche aujourd'hui au Togo, pour ceux qui sortent un peu, vous allez voir ce qui se passe. Les tracasseries. Oui. Justement, les tracasseries. Quelqu'un qui quitte Adido Gomé pour pouvoir aller, par exemple, en ville, c'est des problèmes. Prenez le cas des marches de mercredi et de jeudi. Il fallait voir comment les gens ont souffert. Les taximans qui prennent des gens à Sigamé pour pouvoir aller à Adido Gomé ici. Regardez les tracasseries qu'ils font. Les contours qu'ils font avant d'aller à Adido Gomé. Je crois que c'est problématique. On ne refuse pas de faire une marche, mais quelque part, vous savez, avec ces tracasseries-là, c'est vraiment gênant. C'est très gênant par rapport à nous-mêmes, les citoyens que nous sommes, d'aller vaquer librement à nos occupations. Mais l'autre aspect également, il faut créer les tracasseries. Oui, il ne faut pas oublier également l'aspect économique de la chose. Non, c'est un aspect aussi, puisque nous tous on est concernés. Qui crée les tracasseries, Jacques? Mais c'est ce que j'ai dit. Même si que les tracasseries soient causées par le parti au pouvoir ou de l'opposition, je crois que c'est nous qui allons en pâtir. Oui, c'est pas quelqu'un qui va quitter celui qui va quitter le Ghana ou le Guinéen qui va en pâtir. C'est nous. Puisque vous et moi, là, ici à côté, vous regardez là où vous allez, vous ne pouvez pas. Et puis l'autre aspect, quand vous prenez, vous avez bien fait de le dire. Quand il y a des marches, par exemple, tous les jours, les gens qui viennent, par exemple, faire des communiqués au sein des radios ne viennent pas. Parce que chez moi, là, c'est bloqué. Il faut attendre peut-être vers 15 heures avant que la voie ne soit libérée. Et l'autre aspect, quand par exemple les manifestations, quand on termine les manifestations, on bloque encore la voie. À partir de 16 heures, il faut attendre vers 18h, 18h30 des fois, pour qu'on dégage encore les barricades. Donc c'est pour vous dire que quand on parle de tracasserie, c'est nous qui en pâtissons. Ça, il faut le reconnaître. Donc si on demande qu'on puisse cesser effectivement les marches pour que le dialogue puisse démarrer. Donc je crois que les gens ont compris et les gens sont en train de voir quelque chose. J'ai dit tout à l'heure qu'un journal a publié ce qui se passe au niveau de nos hôtels par rapport à la situation économique. Les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent plus dans les hôtels. Donc les gens sont obligés de fermer, les gens sont obligés de compresser.
Et qui est en train d'en partir? C'est nous. C'est un peu partout. Oui, c'est nous qui en C'est un peu partout. En fait, et oui, c'est c'est un peu l'aspect partout, mais écoutez. Oui, non, c'est un peu partout. Non, c'est ce Je que je l'ai dit. oui. Je ne fais que corroborer ce que vous dites, Jacques. En fait, Parce qu'il y a non. un fondateur d'école qui me disait la dernière fois que son école, majoritairement, ne prenait que des étrangers. C'est les étrangers qui contribuent au fonds de commerce de l'école. Ouais. Mais cette année, il a fait totalement faillite. Il a envie même de fermer parce que ils ne sont pas venus. Les mouvements ont commencé en août, C'est ça. pendant les vacances, où qu'on voit les gens. Donc aujourd'hui, il va fermer, sûrement parce que les Togolais ne paient pas. Je crois que je crois que tous nous sommes bien nantis de cette analyse que nous avons l'habitude de faire il y a des années. Tout le monde sait que quand il y a instabilité politique dans un pays, tout ce que nous avons relevé là a droit de citer. On peut les éviter. S'il y avait la bonne foi, On peut les éviter. s'il y avait la bonne foi, c'est ce que j'avais dit. Pourquoi en arriver à 27 dialogues si juste au premier, les protagonistes arrivaient à respecter ce qui est écrit noir sur blanc sur le premier accord? On n'en serait pas là. Mais lorsque vous parlez, Dieudonné, lorsque vous parlez de mesures d'apaisement, j'avais voulu souligner le cas de fini les manifestations, les gens rentrent. Moi, je ne comprends pas pourquoi on bloque là. Moi, j'étais à 2 pas de ma maison, mais on m'a refusé de rentrer dedans. Je ne comprends pas. À 2 pas. Ça, c'est mesures d'apaisement, ça. Lorsqu'on demande, parce que moi, j'ai écouté le président guinéen qui a dit toutes les mesures qui ont été communiquées au pouvoir togolais, c'est le contraire, ils ont fait. On a demandé de cesser d'arrêter. On continue d'arrêter. On continue d'arrêter. On continue de faire des rafles Mais qu'est-ce que vous Est-il dites? qu'on a libéré aussi entre-temps? Et il y a eu des libérations pour le moment. Vous parlez de surprenant. libération. Vous avez bien fait de parler de libération. Quand vous rentriez encore dans ce studio, je posais une problématique. Ceux qui ont été arrêtés peut-être en flagrant délit. Hein? Je peux le dire ainsi, peut-être en flagrant délit. Mais ils ont commis un tort. La loi a demandé qu'on les présente devant un juge pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Très bien, ça a été fait. Aujourd'hui, ils sont en prison. Ceux qui ont tué, depuis le 19 jusqu'à aujourd'hui, ils sont où? Qui sont-ils? C'est là où je posais le problème. Que moi, je ne suis pas en sécurité. Quand je me rends compte qu'au Togo, on tue. Et ceux qui tuent, on ne les voit pas. On ne les connaît pas. Ça pose un autre problème. Le lit de l'impunité, c'est ça aussi le nœud gordien de la crise togolaise. Parce que vous ne pouvez pas arrêter des gens parce qu'ils ont posé des actes et que ceux qui ont ôté la vie aux gens, vous les laissez circuler. C'est pas possible. Voilà, il n'y a pas que manifestation de l'opposition. Demain, UNI également va organiser une séance de prière. Je crois que ça va tenir également. C'est vrai qu'il n'y a pas un communiqué qui est sorti après, mais dans la dynamique du communiqué C'est une manifestation. Oui, c'est une manifestation aussi. Ah, Dans la dynamique du communiqué de la coalition, on peut présager que UNI aussi organise ses prières. Dieudonné. Oui, nous sommes arrivés à un niveau où les principaux acteurs répondent d'une certaine manière du tac au tac. Alors, parce que quand l'opposition brandit le fait que oui, elle est maître ou maîtresse de la rue, elle monopolise, elle maîtrise la rue, le pouvoir qui reste, qu'on le veuille ou non, un parti important. Parce que de toute façon, quand on présente un parti comme un parti cinquantenaire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et donc, mais oui, en tant que parti politique, le pouvoir ne peut pas se laisser compter les événements et ne peut pas rester comme en victime. C'est important pour justement donner d'abord, motiver ses sympathisants, et parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même à la veille aussi d'importants rendez-vous électoraux et que qu'on laisse justement le terrain à un seul un parti ou à une coalition de partis, oui,
moralement, ça peut démotiver justement les partisans du parti au pouvoir. Donc toutes les manifestations que le parti au pouvoir organise, à mon humble avis, s'inscrivent dans la logique justement de donner toujours du tonus, de motiver ces militants, et parce que de toute façon, après tout, nous sommes dans la politique, et le fair play, oui, d'accord, mais après, il faut savoir aussi cogner. Un moment donné. Un dernier tour, puis rapidement on va partir. Jacques, la liste des participants et l'agenda de dialogue seront déterminés dans le cadre des travaux préliminaires. Vous comprenez ce passage aussi? Oui, je crois que, vous savez, aujourd'hui... Puisqu'entre-temps, il y a un discours qui va participer, qui ne va pas participer. Parce qu'avec la médiation, on a appris que c'est le Ghana et la Guinée. Parce qu'entre-temps, la Guinée a passé la main à Paul Kagame. Bon, on ne sait pas si, entre-temps, Paul Kagame aussi va apporter une touche par rapport à la situation. Mais le calendrier qui est déjà fixé, nous espérons que même si M. Paul Kagame va mettre peut-être sa touche, ça ne sera que peut-être un appui par rapport à la médiation également qui est sur place. Vous parlez également des délégués. C'est vrai, il est important qu'on puisse le déterminer. Il est important qu'on puisse déterminer le nombre de participants et quels sont ceux qui vont aller également à ce dialogue, que ce soit du parti au pouvoir et de l'opposition, et qui va diriger l'opposition, qui va diriger également le parti au pouvoir dans ces négociations-là. Donc il est important que tout ça soit clair. Et il faut que les deux parties, c'est-à-dire le Guinéen et le Ghanéen, puissent aplanir également cela. Parce que je ne pense pas que en ne dissipant pas ce mal, et quand ils vont se retrouver, cela encore va ressurgir. Donc il est important déjà que ce mal soit dissipé, le nombre de délégués qui va participer, parce qu'on parle également de la société civile. Donc il est important que tout cela soit déterminé avant que le dialogue ne puisse démarrer. Il dépense pour terminer ce sujet-là. Non, mais je crois qu'il y a des gens qui ont posé le problème jusqu'aujourd'hui. Ces partis qui chauffent le terrain sont d'office qualifiés parce que c'est eux qui continuent par chauffer le terrain. J'ai entendu des gens dire qui sont opposants, mais qui disent que nous ne revendiquons rien. Voilà pourquoi nous ne participons pas aux manifestations. Mais attends, pourquoi aller chercher des poux sur des crânes rasés? Il y a des gens qui sont là, qui ont posé des revendications. Mais alors, c'est pas pour eux seuls, c'est pour le peuple. Donc moi je trouve pas de problème. L'autre sujet de cette émission, on en parlait en début, c'est la question des infrastructures sanitaires publiques au Togo. Cela est à l'origine de la première grève de cette année du Saint-Fort. On a également constaté que juste derrière, on annonce une nouvelle grève la semaine prochaine, les 7 et 8 février. Et spécifiquement cette année, ou bien pour cette série de grèves, on met beaucoup plus l'accent sur l'état délabré des infrastructures sanitaires. Jacques, vous avez fait le constat de cet état-là délabré que les médecins présentent? Non, je crois que pour une première fois, il faut quand même féliciter le Saint-Fort parce que ils ont laissé le côté de la masse salariale. Aujourd'hui, on parle du matériel. On parle également des infrastructures. Du personnel, oui, l'effectif. Voilà. Je crois que c'est une revendication qu'il faut louer parce que depuis un certain temps, nous sommes toujours habitués à revaloriser la masse salariale. Et si aujourd'hui, les gens posent les conditions de matériel et également les infrastructures et le personnel, je crois que quand même, il faut les féliciter. Et tout Togolais que nous sommes, nous tous nous savons les conditions dans lesquelles effectivement nos médecins travaillent ici. Et nous connaissons également les conditions dans lesquelles, quand vous prenez le CHU Sylvanus Olympio, quand vous prenez également le CHU Campus, nous tous nous savons comment les malades souffrent là-bas. Et quand on parle également du matériel, nous savons. Aujourd'hui, quand vous voulez faire par exemple un scanner, vous voulez faire la radio, vous êtes obligé de vous rabattre sur des cliniques. Si vous n'êtes pas allé à Biassa, soit vous allez à la clinique côté des lits. Ça, nous tous, chaque Togolais. Ce sont des privés, mais l'État togolais. Oui, parlant d'équipement. En fait, c'est ça. Si aujourd'hui Saint-Fort revendique le matériel, c'est parce qu'il n'y a pas ce matériel. Vous savez, quand vous prenez la radio du CHU Campus,
Cette radio a été tombée en panne pendant presque 6 mois. C'est tout récemment qu'on a dû réparer la radio. Donc, vous voyez, donc quelque part, si les médecins sont en train de revendiquer pour qu'on mette à leur disposition le matériel, qu'on mette à leur disposition le personnel, je crois qu'ils ont raison. Moi, des fois, je réfléchis, je me dis, mais quand vous prenez par exemple Biassa, selon les renseignements, c'est un prêt qu'ils ont fait pour construire ce qu'ils ont là-bas. Voilà un privé qui a fait un prêt, qui a construit Biassa. Quand vous prenez l'État en général, l'État peut construire quelque chose comme ça. Vous voyez, donc je crois que la revendication du Saint-Fort, je crois que c'est une revendication qu'il faut encourager. Parce que c'est nous qui sommes malades. Là où nous sommes, nous ne pouvons pas aller à l'étranger pour nous faire soigner. Vous prenez nos compatriotes qui vont souvent au Ghana. Quand vous prenez les sœurs qui ont souvent le cancer de sein, vous les voyez traverser à Plaou pour aller pour se faire soigner, ça fait pitié. Et quand ils vont au Ghana, il faut voir comment on les reçoit. Hein? On soigne d'abord les Ghanéens avant de s'occuper de vous, qui êtes étrangers. Vous voyez, donc je crois que le Togo, on peut faire également ce genre de choses. Si on équipe à nos CHU, si on recrute effectivement les médecins et qu'on essaie de reconstruire effectivement les infrastructures, je crois que cela peut aider. Une fois encore, je crois que les revendications, quand même, il faut les féliciter parce qu'ils ont laissé de côté pour le moment leur salaire, mais ils parlent aujourd'hui que l'État puisse équiper nos hôpitaux, puisse recruter effectivement les médecins et que l'État puisse construire les infrastructures. J'espère qu'avec ça, l'État pourra faire un pas pour chercher des partenaires. Entre-temps, on avait appris qu'Adebayor a fait également un tour au niveau du CHU pour pouvoir essayer de donner ne serait-ce que le matériel. Je crois que les bonnes volontés également pourront aider. Qu'est-ce qu'il a donné? Bon, il n'a pas encore donné. Ah, il va donner. Okay. Il allait constater les choses. Voilà. Ok. J'ai donné. Les infrastructures sanitaires au Togo, ça pose problème. La question revient régulièrement. Le constat est tout fait. Surtout à l'intérieur, c'est encore beaucoup plus grave. Mais on constate que lorsqu'il y a ce genre de mouvement, il y a moins de réaction. On a manifesté 2 jours, rien. On annonce encore de nouvelles manifestations. Jusque-là, aucune réponse. Mais, ce sont des revendications qui ne souffrent pas du tout d'ambiguïté parce que nous sommes tous concernés d'une certaine manière. Même si je suis bien portant aujourd'hui et autour de moi, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans le cercle de mes proches, j'ai peut-être quelqu'un qui est malade, j'ai dû faire un tour à l'hôpital, j'ai dû constater nécessairement, j'ai été forcément interpellé, marqué. Et ce sont des praticiens, ce sont des médecins qui posent le problème. C'est des gens qui connaissent le terrain et il n'y a rien à dire. C'est avec une certaine bonne foi qu'ils posent le problème. On est d'accord parce que alors il n'y a pas besoin de faire l'état des lieux encore de nos hôpitaux aujourd'hui. Nous savons ce que en tout cas l'image, nous connaissons un peu l'image de nos hôpitaux, de nos centres de santé. Et pourtant, on ne peut pas dire que l'État l'ignore. Et je pense que, au moins pour une fois, puisque ce sont des revendications qui interviennent un peu au moment même où le Togo vit une crise profonde, eh bien, au nom de cette crise, et pour éviter justement, parce qu'on a lu dans des journaux comme quoi il y avait des récupérations politiques. Moi, je pense qu'il faut toujours faire l'effort de bien séparer, de tracer des lignes de démarcation. Ces revendications restent des revendications sociales. Il ne faut pas faire de jonction avec des questions politiques. Parce que même quand on est ministre, on est appelé, ce n'est pas un souhait, un jour ou l'autre, à faire un tour soi-même ou en y conduisant ses parents dans un centre de santé. Oui. Il faut tenir compte de ces questions et il faut en trouver des solutions définitives. Il défonce pas qui le constat est alarmant, mais les réactions, quand on voit par exemple que le Saint-Fort, depuis plus de 10 ans, pose le même sujet, et que les réponses tardent à venir, puisque quand on voit encore une fois que cette plateforme revendicative est presque identique, hein, même si aujourd'hui on met un peu devant la question des infrastructures, lorsque vous fouillez, vous retrouvez la même chose.
Vous savez, lorsque les deux confrères étaient en train de parler tout à l'heure, j'ai pu relever certaines choses. Et la dernière chose que j'ai relevée, c'est Dieudonné qui disait on ne peut pas dire que l'État l'ignore. L'État fait semblant d'ignorer parce que, justement, vous parlez sans mettre l'accent sur l'indifférence même du gouvernement. Il a dit, ça fait, oui, c'est vous qui avez dit tout à l'heure que ça fait Plus de 10 ans. Oui. Plus de 10 ans. En 2015, j'ai écouté le ministre Bawara qui a dit que les élections présidentielles de 2015 se feront sur fonds propres. C'est ça, non? Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure que le premier responsable de la clinique Biassa a fait des prêts. J'ai fait un saut et j'ai pu comprendre que au Togo, les prêts servent à autre chose. Financer les élections pour la plupart du temps. Oui, parce que je dis, en 2015, lorsque l'Union européenne et les autres partenaires en développement et autres ont dit, ça là, on ne peut pas financer. J'ai écouté au moins 2 ministres togolais qui ont dit, nous irons aux élections sur fonds propres. Donc ils ont fait des prêts pour aller aux élections? Là, je ne sais pas. Là, vous parlez de prêts. Non, oui, puisque entre-temps, pour ces gens de revendications, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de moyens. Mais maintenant, ils ont trouvé les moyens où? Pour organiser les élections. Quand on dit que pour satisfaire aux besoins sociaux, il n'y a pas de moyens pour acheter même un scanner, parce que quelqu'un a fait allusion tout à l'heure au scanner. Quand les gens sont malades à Dapan, à Saint-Cassé, à Kara, oui, il faut faire des scanners. Il faut venir à Lomé. Il faut venir à le Lomé. patient un peu décédé. Ça On fait nous apprend 10 ans, que vous avez le dit. scanner ne coûte que 300 millions. Voilà. Mais on fait des élections pour le budget des élections. Vous les avez? Ces budgets-là, vous les avez? Non, soyons sérieux. Si vous les avez, vous saurez que c'est méchant parce que on ne peut pas dire que celui-là qui ira te donner le suffrage, lorsqu'il sera malade, où est-ce qu'il ira se faire soigner? On va prier que très rapidement une solution soit trouvée. Ça fait pour combien éviter. d'années vous avez dit tout à l'heure? Mais vous pouvez compter aussi du temps de professeur Non. David Dossé. Oui, ça dit que... L'Idolfos doit comprendre que, bon, vous savez, nous tous nous sommes unanimes. Même quand vous prenez le Saint-Faute, vous prenez même la plupart de nos populations. Tout le monde est unanime que nos hôpitaux souffrent. Il faut trouver ça. Non, mais ça, il faut on va trouver. finir Oui, Jacques, comme ça. non, On va finir. non, mais une minute. Jacques, Pas une minute, Jacques, puisqu'on est pratiquement à oui, la fin. une minute. Jacques, nos hôpitaux souffrent. Hein? Ça fait combien d'années? On a fait combien d'élections? On a acheté combien d'hélicoptères? On a organisé combien de sommets? Hein? Maintenant, on nous annonce encore 3 élections à faire. Les législatives, les locales et le référendum. Les besoins sociaux sont là. On va finir cette émission avec Dieudonné. On ne peut pas finir cette émission sans parler de Togo Matin qui est parti de Biais Demandé pour devenir quotidien. Félicitations. Merci beaucoup, Honoré. Oui, effectivement, depuis hier 1er février, presque 3 ans après le lancement de Togo Matin comme billet hebdomadaire, nous avons décidé de passer ce cap pour donc aborder une nouvelle vie. Togo Matin devenu donc quotidien parce que pour nous, et tous les confrères ici sur le plateau, toutes les organisations de la presse sont d'accord que l'image de la presse togolaise a besoin d'être relevée. Togo Matin, c'est un quotidien de 12 pages. Les quotidiens privés, vous les connaissez. Les 2 que nous avons ne font que du 8 pages. Nous n'avons pas l'ambition de marcher sur la plate-bande de qui que ce soit ou de nous intéresser. Mais pour nous, il était important de venir compléter le travail que tous les autres faisaient déjà sur le terrain, mais tout en faisant l'effort de relever l'image de la presse togolaise parce que quand vous participiez aux assises internationales, quand vous participez au grand rendez-vous international de la presse, et quand vous vous rendez compte des défis d'aujourd'hui, il nous semble qu'à un moment, il faut que le Togo ait un journal, un quotidien privé digne et qui reflète
les vrais challenges d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Dieudonné Korak. Tu as beaucoup de courage et on va se retrouver également, pourquoi pas, pour faire le bilan d'ici là. Ça va aller, c'est le Togo. Merci. Merci également à Idafa Sakpaki et Jacques Takouti. Cette émission s'achève ainsi. Elle a été mise en onde par Romaric Cretas. Bon week-end en compagnie de nos... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.